Donc, merci Rabia pour cette invitation. Merci c'est Mohamed Hamdi, c'est Kamel Rizvi. C'était agréable, enrichissant de vous écouter. J'apprends beaucoup quand j'écoute les informaticiens et je pense qu'on est d'accord sur pas mal de questions. Alors, Monsieur Rizvi et Monsieur Hamdi ont traité la problématique de la blockchain qui est un des aspects de la métavers. Et corrigez-moi si j'ai pas raison. Donc, rapidement, c'est quoi le métavers? Le leader de la métavers, c'est Facebook, mais il n'y a pas que. Et c'est un concept technologique émergent qui décrit un espace virtuel qui présente la possibilité de partager en temps réel des informations d'une façon décentralisée. Mais à côté de métavers, qui trébuche un peu, à côté des blockchains, on parle d'un fiasco, et Facebook a dû réviser son concept. Mais apparemment, dans 10 ans, ça va être une évolution extraordinaire. À côté de la métavers, il y a l'intelligence artificielle qui, elle, a vraiment évolué d'une façon spectaculaire. Et ma conférence aujourd'hui va être axée sur les défis de l'intelligence artificielle. Alors, depuis l'ère du temps, l'humanité a toujours détenu le monopole de l'intelligence. Et c'est grâce à l'intelligence humaine que l'être humain a pu maîtriser sa vie sur Terre. Mais est-ce que l'Homo sapiens est en train de perdre ce monopole avec l'émergence et dans le dénominateur commun distingué 4 âges de l'intelligence artificielle. La première, dite intelligence artificielle symbolique ou faible, de 1956 à 2011, et qui repose sur des programmes traditionnels avec des algorithmes qui se programment manuellement. Exemple, optimisation de la trésorerie d'une entreprise. Là, l'intelligence humaine n'est pas très menacée. Le grand basculement, et c'est le deuxième âge de l'intelligence artificielle, correspond à l'ère du deep learning. Certains l'appellent aussi l'intelligence artificielle connexionniste. Alors, ce système est basé sur des neurones artificiels numériques qui permettent à un ordinateur d'acquérir certaines capacités du cerveau humain. On va lui montrer, grâce au big data, plusieurs images. Je prends l'exemple d'une girafe. On va lui montrer une dizaine, une centaine d'images d'une girafe ou d'une voiture. Après, il va reconnaître une girafe, une voiture, même si c'est pas la même photo qu'il a déjà vue auparavant. Désormais, on va dire que les ordinateurs s'éduquent plus qu'ils se programment. Et là, c'est pour la première fois que l'intelligence humaine va rencontrer une concurrence sérieuse. Une concurrence qui va s'accélérer avec l'apparition du troisième âge de l'intelligence artificielle, qui est l'intelligence artificielle dite générative. On attendait son apparition vers 2030, elle est apparue l'année dernière. En 2023, on entend tous parler du chat GPT, mais il n'y a pas que le chat GPT, il y a plusieurs sur le marché et qui évoluent d'une façon spectaculaire. Le patron de Nvidia, le principal producteur des microprocesseurs destinés à alimenter l'intelligence artificielle, affirme que d'ici 10 ans, cette intelligence artificielle générative va être plus performante 1 million de fois. Donc l'intelligence humaine est sérieusement menacée. La quatrième génération, qui est encore débattue, surtout concernant la date de son apparition, concerne l'intelligence artificielle qui est non seulement forte, mais aussi consciente. On parle de la conscience intelligente, c'est-à-dire un robot qui a des sentiments, qui a de la compassion, qui peut même communiquer d'une façon neurologique avec l'être humain et qui fait ses propres raisonnements, qui a ses propres réactions. Alors cette évolution, cette révolution numérique promet beaucoup de choses positives pour l'humanité. Elle peut favoriser le dynamisme de l'économie mondiale. On peut découvrir beaucoup d'autres connaissances scientifiques.
On peut trouver des traitements à des maladies qui étaient auparavant incurables. Mais elle présente plusieurs dangers potentiels. Sans parler du risque de dépendance excessive, surtout en communiquant avec les gentils. ChatGPT, il trouve toujours des solutions. ChatGPT, quand tu commences à communiquer avec lui, tu as l'impression que tu es en train de communiquer avec quelqu'un qui est très compréhensible, qui essaie vraiment, qui se plie sur quatre pour trouver les bonnes réponses. Alors cette dépendance excessive risque de faire perdre à l'humanité sa créativité, sa pensée critique. Mais au-delà de ça, l'intelligence artificielle est capable de causer plusieurs préjudices. Atteinte à la vie privée, atteinte aux données personnelles, des préjudices corporels, des préjudices matériels. Et ce risque est lié à la capacité de ces intelligences d'être de plus en plus autonomes, de façon qu'elles pourraient échapper au contrôle humain et de prendre des décisions contraires à l'intérêt humain. Elon Musk, qui a financé le start-up OpenAI, qui a développé le ChatGPT, a averti que l'intelligence artificielle est plus dangereuse qu'une bombe nucléaire. Et il a appelé à réglementer le secteur. Alors, pourquoi une telle méfiance à l'égard de cette nouvelle technologie? Tout simplement parce que cette technologie n'est pas philosophiquement neutre. Et moi, je pense que dans des sujets pareils, on a besoin des informaticiens, ça c'est évident, pour comprendre le mécanisme. On a besoin des juristes, mais on a aussi surtout besoin de sociologues et de philosophes. Alors, les leaders de l'intelligence artificielle, je ne vais pas citer de nom, faites vos recherches, sont adeptes d'une philosophie transhumaniste, voire post-humaniste. On veut améliorer la qualité de vie sur cette terre qui a épuisé toute son énergie. Après la machine augmentée, c'est-à-dire la machine qui va atteindre sa plus haute performance, on cherche l'homme augmenté. Alors l'homme augmenté, capable de vivre plus sur Terre, avec une qualité de vie meilleure pour dominer ce monde, pourquoi pas combiner les éléments biologiques avec des éléments artificiels. Pourquoi pas un puce qu'on implante dans le cerveau de l'être humain, comme ça il va devenir plus performant. Et pourquoi pas une machine à laquelle on va greffer un organe humain. Et Elon Musk, fervent adepte de ce transhumanisme, présenté en octobre 2022 son humanoïde qu'il a appelé Optimus. Googlez, lisez un peu sur Optimus. Alors Optimus, c'est un humanoïde, c'est un robot qui ne mange pas, qui est insensible au climat, qui ne tombe pas malade, il ne vieillit pas. Il est très intelligent puisqu'on lui a transmis toutes nos intelligences et il va surpasser cette intelligence et il va vivre éternellement. C'est une nouvelle divinité créée par l'homme. Dieu n'existe plus sur Terre, mais il existe dans les clouds. Donc vous voyez, c'est une technologie prometteuse, mais une technologie dangereuse. Mais il ne faut pas non plus être très réticent envers cette nouvelle technologie. Il ne faut pas aussi être technophile, donc ni technophile, ni technophobe. Le juriste, donc je reprends maintenant ma casquette de juriste, doit avoir les pieds sur terre, doit avoir une certaine sagesse pour réfléchir aux problèmes qui se posent et trouver une solution qui à la fois ne bloque pas ce développement, en tout cas il ne peut pas le faire, mais en même temps en conservant les fondamentaux. Alors, tout comme Monsieur Rizgi, je pense que faire table rase de toute la réglementation qui existe pour un régime spécifique qui
rapidement on va se rendre compte qu'il est obsolète, qui ne répond pas à la réalité qui évolue d'une façon spectaculaire. Est-ce qu'on doit réfléchir à une autre façon de légiférer, de réglementer les rapports sociaux? Alors il y a une nouvelle tendance très à la mode qui consiste à promouvoir les règles éthiques. Et on voit plusieurs initiatives qui apparaissent pour réguler l'intelligence artificielle à travers des chartes, des codes de conduite. On essaie l'idée majeure à travers ces chartes est que l'intelligence artificielle doit être éthico-humaniste dès la conception jusqu'à son utilisation. Les initiatives peuvent être publiques et plusieurs principes éthiques ont été proposés par l'Union européenne, par l'OCDE, l'UNESCO. Mais elles peuvent être aussi, l'initiative peut être privée. Et le GAFAM, c'est-à-dire c'est un groupement des grandes firmes qui investissent dans l'intelligence artificielle, Google, Microsoft, Facebook, Amazon et Apple, ont créé eux-mêmes des chartes relatives aux bonnes pratiques concernant l'intelligence artificielle. Et si on fait un regard panoramique, je ne vais pas entrer dans les détails, on n'a pas tout le temps pour le faire, si une vue panoramique de ces chartes, on se rend compte qu'il y a des principes qui émergent. Le premier principe qui peut vous paraître un peu bizarre, mais on a vraiment besoin de ce principe, après je vais vous dire pourquoi, c'est le principe de la primauté de l'homme sur le robot. Alors, le robot ne doit pas être autonome de façon à menacer l'être humain et ne doit pas toucher aux droits fondamentaux des êtres humains. Le principe est très beau, mais je ne sais pas si sur le plan pratique, est-ce qu'on peut freiner l'autonomie de ce robot. Deuxième principe, c'est la transparence et l'explicabilité. Alors, certains robots sont l'équivalent d'une boîte noire. On n'arrive pas à comprendre comment le système autonome fonctionne et en cas de dommage, vraiment, il est difficile de pointer le doigt sur la personne responsable. Alors, dans les chartes, on trouve un principe sur lequel on s'accorde, c'est la transparence et l'explicabilité. Les systèmes doivent être compréhensibles, expliqués de manière claire et accessible aux parties prenantes. Troisième principe, c'est le principe de la sécurité. On doit protéger les données personnelles et les robots, l'intelligence artificielle ne doit pas porter atteinte aux personnes ni à leurs biens. Principe de l'équité et non-discrimination. L'intelligence artificielle ne doit pas favoriser de façon injuste certains groupes ou individus sur des critères discriminatoires basés sur l'ethnie, basés sur la religion. Sixième principe, c'est le principe de responsabilité qui veut que les développeurs et les utilisateurs de l'IA doivent être tenus responsables des décisions et des actions prises par l'intelligence artificielle. Alors, les avantages de cette démarche souple, de cette démarche qu'on peut appeler autorégulatrice, c'est le fait d'être souple. C'est le fait d'être souple dans un secteur qui est en mouvement permanent, qui évolue d'une façon permanente. Il émane de l'industrie elle-même. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. L'éthique a cette particularité de transcender les législations. Elle a un aspect universel. On peut, même s'il y a parfois quelques nuances, mais on peut s'accorder sur un minimum. Le degré d'acceptabilité, même si c'est pas imposé par la loi, par la force de la loi, c'est spontané. Donc le degré d'acceptabilité peut être élevé, même si c'est pas contraignant. Toutefois, et excusez-moi si Kamel, peut-être je suis conservatrice, cet outil qui est très tendance, qui est très à la mode, présente des inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est sa faible normativité. C'est-à-dire, on ne trouve pas de sanctions. Est-ce qu'on peut se contenter d'une soft law
pour réglementer un hard power. Parce que GAFAM, Google, Microsoft, Facebook, Apple, Microsoft constituent des géants de l'industrie. Ils sont plus forts que l'État. Et dernièrement, le Danemark a désigné un ambassadeur auprès du GAFAM. C'est pour comprendre l'ampleur de leur poids. Est-ce qu'on peut se contenter vraiment de ce soft law? C'est-à-dire, produisez vos propres normes et s'il vous plaît, respectez-la. Moi, en tant que juriste conservatrice, je pense qu'on ne peut pas se contenter de ce soft law. Et en tant que privatiste, on peut se retourner vers le droit commun, le droit privé commun, c'est-à-dire le droit qui régit les rapports fondamentaux au sein de la société. Je ne vais pas parler du droit des biens, la crypto-monnaie et tout ça, parce que ça a été brillamment exposé par mes deux chers confrères, mais je vais axer l'intérêt sur le droit des obligations et le droit des personnes pour voir si ce dernier, avec ses règles classiques, basiques, peut s'adapter face à cette nouvelle technologie pour assurer un minimum de protection. L'examen des règles classiques du droit privé permet de nous dire qu'une nouvelle lecture de ces règles permet de valoriser la personne, parce que comme on l'a dit dès le départ, l'être humain est menacé face au développement de l'intelligence artificielle, mais aussi le droit des obligations, caractérisé par son classicisme, doit se dynamiser pour pouvoir réglementer ce nouveau phénomène. Comment valoriser la personne? Et encore une fois le plan bipartite, je pense que valoriser la personne peut avoir lieu tout d'abord en consacrant la primauté de la personne humaine, et d'ailleurs là je ne me contredis pas avec les chartes qui insistent sur la primauté de la personne humaine sur le robot, sur l'intelligence artificielle, et en consolidant les droits de la personnalité. Et je pense que mes collègues ont axé leur exposé sur la nécessité de protéger les droits de la personnalité. Alors, tout d'abord, comment assurer la primauté de la personne humaine? Je pense que assurer cette primauté passe tout d'abord en rejetant l'idée de la personnalité juridique des robots. Parce que, en 2017, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, le 16 février 2017, a adopté une résolution qui invite les États à reconnaître la personnalité juridique du robot. C'est-à-dire donner naissance à un être juridique qui a des droits et des obligations, tout comme l'être humain. Et je ne peux pas m'empêcher de vous lire le texte, parce que c'est la première fois qu'un texte juridique écrit d'une façon esthétique et littéraire, à un point que vraiment on se dit, ceux qui ont écrit les textes n'étaient pas très fascinés par les films de science-fiction des Américains, parce que vous savez, les Américains ont tellement fait des films sur les robots et que leurs ingénieurs étaient imprégnés et ont passé à l'acte pour rendre cette science-fiction une réalité. Alors, c'est un texte juridique. Qu'est-ce qu'il dit? Considérant que depuis la créature de Frankenstein, imaginée par Mary Shelley, je vous parle un petit peu de cette créature de Frankenstein. Ce Frankenstein a imaginé la création d'un être humain à partir de morceaux de cadavres. Il voulait être quoi? Il voulait être Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, l'intelligence artificielle est très liée avec le post-humanisme et le transhumanisme. Alors, Frankenstein a créé un être composé de cadavres, de morceaux de cadavres, mais tellement son apparition était monstrueuse qu'il a fini par le rejeter.
et faites l'analogie avec les robots. Au mythe antique de Pygmalion, alors Pygmalion, on a marre des femmes, dans la mythologie grecque, on a marre des femmes, chaque femme a ses problèmes, il voulait créer une femme à sa façon. Une femme de marbre, et il a développé des sentiments envers cette femme. Mais comme il a considéré, comme il a vu qu'il n'y a pas d'échange, il a fini par la rejeter. En passant par le golem de Prague, ça c'est un texte juridique, c'est la première fois qu'on trouve un texte écrit de cette façon. En passant par le golem de Prague, alors le golem de Prague c'est une légende juive, Golem a façonné un être en argile, puis lui a donné une vie, lui a donné tous les pouvoirs possibles. Il s'est retourné contre lui. Les humains ont rêvé de construire des machines intelligentes, le plus souvent des androïdes à figure humaine. Donc le Parlement européen nous dit que c'est un rêve depuis l'Antiquité d'être créateur à l'image du Dieu. Donc on va donner la personnalité juridique électronique à ces robots. Et pourquoi est-ce que vous vous indignez? Mais déjà les sociétés ont la personnalité juridique, même s'ils ne sont pas des êtres humains. Si on suit ce raisonnement, le robot, Optium de Elon Musk, va appartenir à quelle catégorie? La catégorie des personnes et non pas la catégorie des choses. L'idée est inquiétante, et parce que demain, les robots peuvent avoir les mêmes droits que l'être humain. L'idée est tellement inquiétante que plus que 200 professeurs et chercheurs ont écrit une pétition pour ne pas adopter cette idée. On lui reprochait d'être inutile, on va voir, parce qu'il y aura des mécanismes qui permettent d'indemniser les victimes sans passer par le détour de la personnalité juridique, et surtout elle est dangereuse. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui on donne la personnalité juridique aux robots, demain, les robots peuvent demander de se marier. L'être humain aussi peut demander de se marier à son robot. Et d'ailleurs, une Française a acheté un robot, elle est tombée amoureuse de son robot, et elle a demandé à ce qu'elle soit mariée avec son robot. Un Américain aussi, il voulait épouser son robot. Donc, c'est waouh, où est-ce qu'on va avec cette nouvelle technologie? Heureusement, l'idée maintenant, elle est rejetée, et c'est la première ligne de protection de l'être humain pour assurer la primauté de l'être humain sur les robots. On ne peut pas mettre humain et humanoïde sur le même pied d'égalité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut consolider les droits de la personnalité. Et je pense que le problème de l'intelligence artificielle est un problème de protection des droits de la personnalité. Pourquoi? Parce que être sur Internet, c'est être un être de données à travers un nom, une image, un discours. Ces données sont stockées, diffusées, et elles engendrent de l'argent. Viviane Reding, la vice-présidente de la présidente Commission européenne, chiffrait cette valeur à 315 milliards d'euros en 2011, et elle prédisait que cette somme pourrait atteindre 1 trillion d'euros en 2020. Par le biais des cookies, de connexion, de navigation, nos données sont stockées et ils sont vendus, donc ils génèrent du gain. Qui parmi nous n'a pas fait l'expérience de naviguer en cherchant un produit quelconque et juste après une centaine de produits qui défilent devant lui? Maintenant, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, tu parles avec quelqu'un juste à tes côtés de quelque chose et juste après tu as un article qui répond à tes questions ou
alors que tu n'as même pas effectué par toi-même une recherche. Alors nos données sont monétisées, cédées, vendues, transférées, et de nouveaux acteurs sont apparus, tels que les data mineurs, les data brokers, les analyseurs, les algorithmeurs, et ça a causé des scandales sur le plan mondial. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu de l'affaire Cambridge Analytica. Facebook a vendu nos données personnelles et la société a fait un profilage pour influencer les électeurs. C'est ça la gravité, parce qu'après tout, on peut se dire où est le problème si on m'offre des produits et des services à acheter équivalents, ça me facilite la tâche. Non, le problème c'est qu'on peut être manipulé. Puisqu'on connaît tout sur nous, on peut être facilement manipulé. L'affaire de Brexit aussi, le fait de sortir de l'Union européenne, c'était suite aussi à un scandale. Donc, on vend les données personnelles des Facebookers, des internautes, on fait un profil, et là, on inonde cette personne par des fake news, on lui laisse entendre ce qu'elle veut entendre, on est dans sa bulle, et comme ça, on oriente les électeurs. C'est pire que la dictature. C'est pire. Donc, le droit doit préparer ses garde-fous et le droit tunisien, heureusement, depuis la loi 2004, qui nécessite des modifications, ça c'est clair, elle est maintenant devenue obsolète, mais le droit tunisien, tout comme l'Union européenne, adopte l'approche personnaliste, c'est-à-dire l'approche qui considère que nos données personnelles ne constituent pas un bien qui peut être vendu. Et à travers plusieurs droits, tels que le consentement, l'accès, le droit à l'oubli, le droit à la rectification, le droit d'opposition. Sauf que ces droits doivent être consolidés avec les défis de l'intelligence artificielle. Parce que ces données, nous savons tous, ce sont les BAB, on a déjà étudié ça en première année, on dit que les droits de la personnalité s'éteignent avec le décès de la personne. Smart, l'année dernière, l'affaire de Kulthum et de Abdel Halim qui chantent des chansons bidons, n'importe quoi. Alors le problème se pose sur le plan juridique. Il ne s'agit pas d'une atteinte au droit de la propriété intellectuelle, et je parle sous le contrôle de M. Rezghi, puisque ce ne sont pas des chansons déjà chantées par Kulthum ou par Abdel Halim, c'est une nouvelle composition avec la voix, un clonage vocal de la voix de Kulthum et de la voix de Abdel Halim, en France de Charles Aznavour. Et le problème, ces personnes sont décédées, donc le droit à la voix s'éteint avec leur décès. Donc l'atteinte à la vie privée, aux données personnelles peut être posthume, et c'est ça le problème. Lorsqu'il y a un clonage vocal et la personne est en vie, comme Scarlett Johansson, elle a porté atteinte pour clonage de sa voix, il n'y a pas de souci, mais lorsqu'il s'agit de personnes éteintes qui est décédée, le problème se pose sur le plan juridique. Bon, on peut considérer ces grands artistes comme des monuments, comme un patrimoine culturel, et l'État doit même protéger ce patrimoine, mais je pense que le droit des obligations peut lui aussi apporter quelques roues de secours, comme ça on n'est pas en panne, en considérant que l'atteinte au droit à la voix d'une personne décédée peut causer un dommage moral pour ses héritiers. Mais ça reste une solution provisoire avant de trouver une solution fondamentale au problème du clonage vocal, qui peut poser en dehors des droits de la personnalité des catastrophes. On peut faire dire à X quelque chose qu'il n'a pas dit, des propos indécents. Donc, oui, tout à fait. Donc, valoriser les personnes, mais aussi dynamiser le droit des obligations, en prenant en considération les nouvelles formes contractuelles brillamment exposées par mes chers collègues, les contrats intelligents et les blockchains, et aussi en modernisant les règles de la responsabilité civile. Alors, accommoder le droit des contrats, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les cas de figure de la blockchain ni son mécanisme de fonctionnement, juste quelques éclaircissements terminologiques.
Alors, parfois, on fait la confusion entre smart contract et blockchain. Non, ce sont deux choses différentes. Et d'ailleurs, historiquement, les blockchains les smart contracts sont apparus en 1990, c'est-à-dire bien avant les blockchains, par un avocat américain, Szabo, qui le définit comme un protocole de transaction informatisé qui exécute les termes d'un contrat. C'est-à-dire, on va écrire un contrat dans le monde réel et ça va être traduit en langage informatique en fonction de certains événements. Par exemple, si vous ne payez pas le loyer, la porte de la maison va se fermer automatiquement. Si vous ne rendez pas la voiture que vous avez louée, la voiture se bloque, elle ne pourra plus rouler. Et comme l'a brillamment exposé M. Rizgi, il ne s'agit ni contrat ni intelligent parce que le contrat est conclu dans le monde réel, donc c'est un mode d'exécution. La blockchain est apparue en 2008, suite à la crise financière de 2008, et qui montre une méfiance envers les gouvernements. On n'a plus confiance dans ce tiers de confiance, surtout les banques, et on veut décentraliser. Les smart contracts peuvent être inscrits sur le blockchain. Pourquoi? Pour assurer la sécurisation des smart contracts. Parce que grâce à beaucoup de mécanismes tels que le redatage, la preuve du travail, on peut être sûr de l'exécution de ces contrats. Alors, mes chers collègues ont traité le problème d'un angle de cybersécurité. Moi, je vais traiter la question d'une façon beaucoup plus classique. Parce que tous les termes d'un contrat peuvent être traduits en langage informatique. Pour les contrats simples, ou pour une sanction simple, indemnisation, résolution, il y a une catastrophe naturelle, on te paye une indemnité. Tu payes pas à une telle date, la maison va la porte de la maison va se fermer. Mais vous, les juristes, vous savez très bien qu'on a des notions qui sont à contenu variable. La force majeure, et je parle sous contrôle de M. Hamdi, comment vous allez traduire en algorithme force majeure ou délai raisonnable ou en cas de besoin ou la prudence nécessaire? Tout ça, à mon sens, ne va pas pouvoir être traduit d'une façon algorithmique fidèle. Et vous savez, lorsqu'on interprète les contrats, vous savez très bien que le juge ou l'interprète ne doit pas s'attarder à la lettre, mais il doit chercher l'intention des parties. Donc, je pense qu'une algorithmisation ou code is law, ça va pas être aujourd'hui ni demain. Ça va demander beaucoup d'efforts de la part des informaticiens. Pour les consommateurs. Pour les conservateurs. Je pense que ça va être possible peut-être pour les contrats de masse, envers les consommateurs, des contrats à répétition. Ça, on peut imaginer, avec des sanctions simples. Mais pour un contrat complexe, individualisé, le transcrire en un smart contract, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Et je pense que le droit des contrats a encore de beaux jours devant lui. Je pense aussi que aujourd'hui, si on parle de succès de blockchain, c'est plutôt la blockchain privée ou mixte. C'est la blockchain qui fait référence à l'oracle, au tiers de confiance. On voulait échapper au tiers de confiance, mais finalement, qui va dire que par exemple la force majeure a eu lieu? Qui va apprécier ça? On aura besoin d'un oracle. Et maintenant, il y a des entreprises, des oracles, pour certifier l'exactitude de l'événement. Donc, le blockchain où tout est décentralisé, tout est ouvert pour tout le monde, sans... encore une fois, je suis conservatrice, c'est un peu liberticide. On cherche beaucoup de liberté, mais finalement, c'est un peu un liberticide. On doit t'inviter, enseigner un support, comme ça, vous allez changer un petit peu de paradigme. D'accord. Donc, vous voyez, là où l'informaticien voit des opportunités, le juriste est là
pour faire preuve d'un peu plus de prudence et pour tempérer un peu cette évolution spectaculaire. Alors, j'ai dit dynamiser le droit des contrats et aussi adapter le droit de la responsabilité civile. Il y a beaucoup qui voient que vraiment c'est urgent, il faut un texte spécial pour indemniser les victimes de l'IA. Franchement, je pense, comme l'a dit Cyril, il faut patienter. On n'est pas dans l'hypothèse du non-droit. Il y a des garde-fous pour l'instant. Je ne sais pas, peut-être si, d'ici 20 ans, peut-être je changerai de propos. Je dirais il faut une loi spéciale. Mais actuellement, le jour J, on n'a pas besoin parce que on a des garde-fous, on a des principes qui sont séculaires, mais qui peuvent être dynamisés, tels que la notion de la faute, c'est large. Et là, on trouve une complémentarité avec les règles éthiques. Si l'éthique exige une telle obligation ou exige, par exemple, que l'algorithme doit assurer la primauté de l'être humain, ou puis on se rend compte que cet algorithme ne protège pas la primauté de l'être humain, on peut considérer que le concepteur comme étant responsable parce qu'il a commis une faute. La notion de faute est souple et large. Et d'ailleurs, en 1906, il n'y avait pas eu des accidents de circulation. Et avec ça, on a pu exploiter 82, 83, 96 pour indemniser. On n'a pas eu besoin d'une loi spéciale. On l'a fait en 2005 et c'était catastrophique. On aurait pu se contenter de code des obligations et des contrats. La même chose pour la responsabilité du fait des choses. Pourquoi pas considérer comme l'algorithme ou l'IA comme étant une chose intelligente en apportant des éclaircissements sur la garde de structure et la garde du comportement. Pourquoi pas considérer qu'il y a une responsabilité soit à cascade, soit une responsabilité solidaire entre tous les intervenants, en attendant à ce que le phénomène mûrisse et mieux comprendre, parce que légiférer aujourd'hui peut s'avérer le lendemain comme inutile, voire dangereux. Donc je termine, comme l'a fait mon cher collègue, on n'est pas dans l'hypothèse du non-droit. On peut actuellement se contenter par ces garde-fous, bien évidemment, ces garde-fous tirés du droit commun, bien évidemment, en prenant en considération les chartes éthiques. Je pense qu'en Tunisie, on est très défaillant. Il faut faire cette charte, d'autant plus on a les meilleurs ingénieurs sur le marché qui sont exportables. On arrache nos ingénieurs, donc on a besoin d'une charte qui aidera le juge à cristalliser la faute et à identifier la personne qui est responsable. On peut s'inspirer des chartes qui existent sur le plan international, puisque les règles éthiques ont ce caractère universel. Et si d'ici peut-être 10 ans, 15 ans, je n'en sais rien, il faut modifier les codes, il faut tout d'abord valoriser l'humain et conserver ses racines avant de regarder vers le ciel. Je vous remercie.